Troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Tito Gadabazi, expert en droit international, et de nos éditorialistes Malik Achar et Daoud Attal. Les ministres du Commerce et des Finances de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale vont rendre opérationnelle la zone de libre-échange en janvier 2017. L'institution envisage également de mettre sur pied un projet de tarifs extérieurs commun en vue de l'établissement d'une union douanière CEAC-CEMAC ou Kalsumba. L'année 2017 marquera le début de la zone de libre-échange entre les pays membres de la CEAC. La décision a été prise lors du Conseil des ministres du Commerce et des Finances de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'est tenu en République démocratique du Congo. L'Afrique centrale, en dépit de son potentiel économique, reste la zone la moins intégrée du continent en termes de flux de commerce intracommunautaire. Sa part dans le commerce mondial se situe à 2,08% dans la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, et 1,04% dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. L'intégration sous-régionale, de mon point de vue, c'est un des piliers même si on veut commencer à parler de développement de cette zone-là. Quand on regarde ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, quand on voit le retard que l'Afrique centrale a pris par rapport aux autres régions même, telles que la SADC ou la CEDEAO, pour moi, ce serait effectivement une très, très, très bonne nouvelle parce qu'il faut pouvoir déjà commercer avec ses propres voisins dans ce cadre-là. Créer cette grande zone de libre-échange-là constitue un grand marché et à mon avis, les retombées ne peuvent être positives pour l'ensemble de la sous-région. Le commerce intra-régional est un outil d'intégration régionale et constitue un défi majeur pour les pays de l'Afrique centrale, notamment ceux de la zone CEAC. En 2015, le taux de croissance régionale s'est établi à 4,6%. Quant au commerce intracommunautaire, il s'est établi à 2% du produit intérieur brut de la zone. Les produits comme le pétrole brut, le carburant, le sucre raffiné ou encore le ciment constituent le socle des échanges. Oui, bon, la CEMAC déjà devrait être, quel que soit le cas, il y a déjà une zone de libre-échange entre les membres de la CEMAC. Quand on ajoute la CAC, c'est 2-3 pays, c'est-à-dire notamment la RDC, en plus le Burundi. Il n'aurait même pas fallu déjà penser qu'à l'époque, les gens pensaient même que l'Angola, qui était à cheval qui hésitait entre la SADC et la CAC, viendrait dans cette zone-là. Mais plus on est nombreux, plus ce serait intéressant. La CEAC envisage de mettre sur pied un projet de trafic extérieur commun en vue de l'établissement d'une union douanière CEAC-CEMAC. Par ailleurs, ce projet à moyen terme devrait intervenir à la suite de la consolidation de la zone de libre-échange d'opérationnalisation. Malik, on peut dire enfin une zone de libre-échange ? Enfin, oui, j'espère qu'elle va être mise en place parce que vous savez que, bon, je parlerai de la CEMAC plutôt que de la CEAC sur ce sujet-là. Vous savez qu'il y avait cette proposition de supprimer les visas qui a été prise, mais finalement on s'est rendu compte qu'il y avait un quiproquo, que certaines populations n'arrivaient pas à se déplacer dans d'autres pays de la CEMAC parce que justement la décision qui a été prise en haut n'a pas été appliquée sur le terrain. Donc oui, effectivement pour la CEAC, on espère bien que cette union douanière par exemple aboutisse. Les populations, je ferai le même commentaire que tout à l'heure, les populations elles se déplacent et les États ont toujours un temps de retard, un véritable temps de retard par rapport aux populations qui elles n'attendent pas les frontières pour faire du commerce et pour vivre et justement pour créer de la richesse. Donc il faut que les pays aussi aillent de l'avant. L'espace de la CEAC est l'un des moins intégrés du continent africain avec l'Union du Maghreb arabe qui n'est même, on va dire, pratiquement inexistante. Donc oui, j'ai bon espoir en tout cas que cela réussisse parce que c'est une région qui possède des réserves naturelles extraordinaires. C'est une région qui possède des minerais, du pétrole. Nous avons, enfin, je dis nous avons parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais dans cette région, tous les ingrédients, je dirais, pour véritablement faire émerger une région de premier plan en Afrique. Pour l'instant, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'espace communautaire d'Afrique de l'Ouest qui émerge davantage par rapport à cette région-là. Et normalement, quand on regarde les qualités de ces pays-là, les ressources naturelles, on s'étonne qu'il n'y a pas justement cette émergence de cette région. Juste une petite chose, il faudrait davantage densifier le réseau du transport. Vous ne pouvez pas décréter un espace communautaire si vous ne densifiez pas davantage le transport. Il y a des projets justement de liaison, mais il n'y a pas souvent de projet régional.
on se contente souvent de projets nationaux et il faudrait des projets régionaux pour justement faire de cette région un véritable espace économique. Daouda, cette zone de libre-échange peut permettre de régler le problème du manque d'intégration de l'Afrique centrale? Oui, ça peut commencer comme ça, effectivement. Parce que, bon, si le commerce marche entre les pays de la zone et que les populations y trouvent leur compte, je pense qu'à partir de ce moment-là, le projet d'intégration politique peut avancer. Parce que, bon, l'économie reste quand même la priorité, hein. Les gens ont besoin de manger avant de penser aux politiques. Donc, à un moment donné, j'espère que cette zone de libre-échange va permettre cela. Maintenant, je pense que quand même il faut basculer sur l'intégration politique aussi. Bon, à l'image, ça a été rappelé par Malik et dans le reportage, à l'image de l'Afrique de l'Ouest, puisque bon, vous pouvez dire les marchandises vont circuler librement. On lève toutes les barrières quasiment à l'entrée des marchandises d'un pays à l'autre. Par contre, si les populations, elles, ne peuvent pas se déplacer de la même manière d'un pays à l'autre, bon, bah, là, quand même, ça pose problème. Donc, pour moi, les deux vont de pair. Et c'est ce qu'a réussi à faire l'Afrique de l'Ouest, justement. Un Sénégalais peut aller au Nigeria sans problème, sans visa, etc. et vice-versa. Côte d'Ivoire, pareil. Donc, ça facilite quand même les affaires. Donc, les deux vont ensemble. Maintenant, pour terminer, j'aimerais souligner juste un petit point. Dans cet objectif qui est annoncé au niveau de la zone CEAC, il y a aussi derrière l'idée, en quelque sorte, d'un tarif extérieur commun. Ça pourrait être une autre phase. La CEDEAO l'a expérimenté. Moi, je pense qu'il y a une bonne coopération à ce niveau, mais je suis un petit peu réticent sur la portée et l'impact du tarif extérieur commun, parce que ça veut dire que la marchandise européenne, quand elle arrive en Afrique centrale, elle est dédouanée dans un pays. Quand elle va aller dans un autre pays, elle paye la douane qu'une seule fois, elle payera pas. Alors, intégration régionale, zone de libre-échange, mais avec le développement des économies de la région elle-même. Merci. Au Cameroun, la Chambre d'agriculture envisage de mettre en place un établissement de microfinance. La mobilisation des fonds a déjà débuté et se poursuivra jusqu'en décembre 2016. Objectif, aider les acteurs de la filière à lever les obstacles au financement de leurs activités. Birama Saonera. Créer une structure de microfinance constitue l'un des objectifs de la CAPEF, Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Pour ce faire, 7000 souscripteurs ont été recensés dans le cadre d'une collecte de fonds entamée en février 2016. Cette banque spécialisée est destinée à réduire les difficultés d'accès au financement auxquelles les agriculteurs, éleveurs et autres exploitants forestiers sont confrontés. La création d'une microfinance agricole par la Chambre d'agriculture du Cameroun est la conséquence d'un vide, j'allais dire abyssal, par rapport à l'existence d'un fonds de financement de l'agriculture. La Chambre d'agriculture est une structure qui vit des subventions, donc il n'a pas suffisamment de ressources pour mettre en place une grosse institution financière. La création de la microfinance de la CAPEF a été annoncée depuis 2011. Cependant, le processus de sa mise en place se heurte encore à de nombreux obstacles structurels, notamment la législation autour du foncier, qui recèle encore quelques limites au Cameroun. Le problème de la banque agricole, c'est que le cheminement n'a pas encore abouti. Le gouvernement dit qu'il travaille toujours sur le dossier, mais ce que vous devez savoir, c'est que la banque doit être agréée par la Commission bancaire d'Afrique centrale, parce que c'est une institution bancaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les dirigeants de cette banque doivent également recevoir un agrément de la Commission bancaire. Et ça, c'est toute la difficulté que le gouvernement éprouve à pouvoir mettre sur pied cette banque. Le montant global des souscriptions départ dans le capital de la future structure des microfinances de la CAPEF a atteint 10 milliards de francs CFA. Elle sera dotée d'un capital initial de 10 milliards de francs CFA. La mobilisation des fonds pour la constitution de ces capitales se poursuit jusqu'au 10 décembre 2016. Tite Gadabasi, selon vous, un établissement de microfinance consacré uniquement à l'agriculture, c'est une bonne idée ? Les idées sont toujours bonnes. Est-ce que ça s'inscrit vraiment dans un cadre... Dans quel cadre ça s'inscrit? Ça vient faire un maillage avec quoi? Est-ce que vous avez des infrastructures suffisantes? Je ne vois pas bien que ça tombe comme ça ex nihilo. Ça me dérange.
J'aurais souhaité que ça s'inscrive dans un cadre global où vous n'avez pas que ça, vous avez les transports, vous avez un cadre juridique qui va avec, mais qu'une banque décide d'elle-même. Est-ce que cette initiative est suivie par les pouvoirs publics? Quelles sont les contreparties? Est-ce qu'on a préparé la population à ça? Je n'ai pas toutes les informations nécessaires, mais ça me semble tomber comme ça et ça n'ira pas très loin. Alors oui, justement, Malik, cet établissement avait déjà été annoncé depuis 2011, depuis plus rien. Est-ce que les difficultés viennent du manque de fonds, selon vous? Oui, je dirais non. Excusez-moi, je vous ai dit oui, non. Pourquoi? Parce que quand vous voulez diversifier l'économie, vous n'avez pas ce problème-là. Pourquoi? Les revenus du pétrole peuvent servir justement à cette diversification. Et vous savez que les prix du pétrole ont été élevés durant cette période-là, entre 2010, juste après la crise financière, jusqu'à 2014. Donc il y a eu quand même, le Cameroun a engrangé des fonds importants dans le secteur pétrolier. Donc cet argent aurait pu servir pour la diversification de l'économie. Mais je pense, moi, au contraire, que le volet agricole, il faut s'y intéresser. Pourquoi pas créer un établissement de microfinance? Néanmoins, le but de cet établissement, c'est de ramener justement ces personnes qui ne peuvent pas être bancarisées vers la bancarisation, c'est-à-dire leur permettre d'avoir des prêts classiques. Et c'est comme cela qu'on arrivera à faire sortir justement des personnes de la pauvreté, notamment dans le secteur agricole. Donc la microfinance, ce n'est pas, je dirais, une fin, c'est un moyen pour aller vers une autre transition, celui pour un agriculteur d'avoir un prêt classique à un taux d'intérêt qui soit respectable. Alors justement, pour en venir, Daouda, j'allais vous demander, est-ce que la microfinance, ça peut être une solution de financement durable pour ces agriculteurs? Bon, tout dépend. Il y a quand même des préalables. Parce que bon, ce qui est souvent reproché à la microfinance, c'est des taux qui sont tellement élevés que finalement, on n'est pas sûr que l'entrepreneur qui emprunte, par exemple, a un capital qui est rémunéré à 10%, 12%, qui puisse en sortir. Si cet entrepreneur agricole n'a pas un taux de rendement, en tout cas, comment ça s'appelle, un résultat, voilà, au niveau de son compte de résultat, d'un point de vue comptable, plus important, ça pose qu'un problème. Mais bon, je pense quand même que c'est une bonne chose que ce soit lancé, parce qu'avant, il y avait le Fonds national pour le développement rural. Moi, j'ai vu également que la Banque mondiale avait financé un projet d'amélioration de la compétitivité agricole. Donc, il y a eu des formations, un certain nombre de choses qui ont été faites, surtout sur la région nord du Cameroun. Donc, à un moment donné, l'objectif, c'est d'harmoniser tout ça, toutes les politiques publiques qui concernent l'agriculture, mais en soi, c'est quand même une bonne volonté politique à insister pour que les taux baissent. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. L'économie ivoirienne devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 7,4% entre 2017 et 2020, contre 8,5% en 2016. Il s'agit d'une estimation du Fonds monétaire international. Le pays enregistre de forts taux de croissance depuis 2012, grâce notamment à la hausse des prix des matières premières agricoles et aux investissements dans les projets d'infrastructure. Malik, on peut dire que la Côte d'Ivoire continue sur sa lancée? Oui, c'est une locomotive de la partie ouest africaine. Je suis optimiste là aussi pour la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire peut faire un chiffre de croissance à 2 chiffres, excusez-moi. Donc la Côte d'Ivoire a déjà enregistré des taux de 10% et le pays peut rééditer cet exploit. Et il faudra, je pense, faire attention aux aléas climatiques, à ces problèmes de gestion de pénurie dans le secteur de l'agriculture. Vous avez parfois le secteur de l'agriculture qui est justement soumis à des facteurs extérieurs qui ne sont pas maîtrisés. Il faudrait davantage faire attention à cela parce que l'agriculture, c'est véritablement un des secteurs économiques en Côte d'Ivoire qui est le plus dynamique. Donc il faut avoir justement cette logique de gestion de ce secteur-là qui soit beaucoup plus prudente. Mais je suis optimiste pour la Côte d'Ivoire et puis vous savez, la stabilité politique fait qu'aujourd'hui le pays peut se reconstruire vers une bonne voie. Tite Gadabazi, la Côte d'Ivoire peut faire encore mieux? Je considère que oui, ils en ont les atouts. Ils ont un excellent gestionnaire à la tête du pays. Ils sortent quand même d'une crise grave. S'ils arrivent
à juguler la crise et c'est un pays producteur, premier producteur de cacao. La terre est fertile en Côte d'Ivoire. Ils peuvent aussi exploiter les services. Et Abidjan, ce fut quand même à un moment donné la capitale où toutes les conférences internationales venaient se tenir. Ils ont les infrastructures pour, ils ont le siège de la Banque africaine de développement, ils ont beaucoup de banques sur place. Je crois qu'ils ont le potentiel et il n'y a pas de raison qu'ils reviennent en arrière. Daouda, un mot très rapide peut-être sur la croissance ivoirienne. Oui, un mot très rapide, c'est dire que on nous annonce un plan de 29 000 milliards de dollars pour la deuxième phase du plan national de développement qui est censé mener la Côte d'Ivoire à l'émergence en 2020. Donc je pense que c'est le minimum qu'on peut attendre avec toute cette somme d'argent en termes de taux de croissance en espérant qu'elle soit inclusive. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le troisième volet de cette semaine consacré au Rwanda. Tite Gadabazi, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Malik, merci également. Merci Fanny, un plaisir d'avoir été parmi vous. Et Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, c'était un vrai plaisir renouvelé. Et puis bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa News Room.